Très bien. Bah, écoutez, on va démarrer cette petite soirée où on va parler d'engagement social des entreprises pour l'économie positive. Et vous savez qu'on va accueillir Jacques Attali et le président d'Accenture Monde, Pierre Nanterme. Donc moi, je souhaitais simplement, au nom d'Accenture France et au nom des collaborateurs d'Accenture France, vous accueillir ici dans cette salle dans laquelle on va démarrer la table ronde et le petit débat. Je voulais simplement vous dire que pour nous, c'était finalement naturel de vous accueillir compte tenu de notre d'engagement d'Accenture à la fois au niveau mondial. Je pense que Pierre soulignera nos interventions et nos actions et nos objectifs. Et bien entendu, nous les déclinons, nous, ici, au niveau local. J'ai eu aussi le plaisir avec les équipes Accenture de travailler avec Jacques Attali dans le cadre de l'économie positive, de la réflexion, du LH Forum auquel nous avons participé plusieurs années de suite. Et puis j'ai eu aussi la chance d'être avec Jacques en Italie, où Jacques Attali a lancé finalement l'équivalent du LH Forum en Italie. Donc je crois qu'à la fois pour nos équipes et pour nous, c'est un engagement qui est un engagement fort. Je crois qu'on aura certainement aussi l'occasion de parler de digitalisation de l'économie. Vous savez que c'est le positionnement d'Accenture sur le marché, au niveau mondial et bien entendu au niveau local, et de voir comment finalement le digital peut contribuer aussi à l'accélération, à l'accompagnement de l'économie positive, et que c'est en aucun cas une forme d'opposition, mais que ça peut être un accélérateur. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je sais que Jacques Attali a une contrainte de temps très très forte, donc on va démarrer tout de suite et je vais demander à Christine Quentin, qui est là, qui est journaliste et qui intervient, je crois, sur Radio Classique, sur Radio Classique, mes notes sont bonnes, qui va animer le débat. Donc bienvenue et the floor is yours. Merci. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, on va avoir un débat passionnant pour savoir un petit peu où en est l'engagement des entreprises aujourd'hui pour une économie positive, et puis quelles sont les tendances surtout à anticiper au cœur des entreprises pour créer les conditions d'un développement d'une économie qui favorise le bien-être des générations futures, bien-être économique, moral, environnemental, technologique, spirituel. Alors ce débat effectivement va être passionnant parce qu'on aura avec nous Pierre Nanterme, qui est le président général d'Accenture. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'Accenture, mais tout le monde n'est pas d'Accenture ce soir. Donc juste pour vous donner une idée, Accenture, c'est l'un des leaders mondiaux qui conseille en management et en technologie, certainement parmi les plus grandes entreprises mondiales qui, elles, nous touchent dans notre quotidien à travers leurs produits ou les services. Le souffle, le conseil, c'est Accenture. C'est 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 323 000 collaborateurs, 120 pays. Et puis, aux côtés de Pierre Nanterme, on aura Jacques Attali, qui est président et cofondateur de Planète Finance, avec Arnaud Ventura pour la co-création, et l'initiateur de la pensée et du mouvement pour une économie positive. Alors notre soirée, je regarde le timing, on est quasi à l'heure. On a un petit timing serré. Le principe en fait de cette de l'heure qui va venir va se décomposer en 4 temps. La première partie, un échange entre Pierre Nanterme et puis Jacques Attali pour comprendre ce qui s'est passé entre Accenture et Planète Finance à travers sa filiale Microworld, qui est une plateforme de financement participatif à laquelle les collaborateurs d'Accenture France, 20% des collaborateurs d'Accenture France ont participé, c'est-à-dire que chacun a donné de son argent pour faire des prêts, pour permettre à une couturière au Cambodge ou un éleveur au Liban, de créer son entreprise, de créer son emploi. Alors ça a été un grand succès, on va essayer de comprendre pourquoi et surtout dans quel cadre, dans quelle stratégie d'entreprise cette dynamique s'inscrit au cœur d'Accenture. Et puis Jacques Attali nous présentera aussi ce qu'on appelle maintenant Positive Planet. C'est un nom finalement qui regroupe l'ensemble des activités de terrain menées par Planète Finance et puis toute sa galaxie. Et ce sera l'occasion de faire un point sur les actions très concrètes, en fait, qu'on connaît certainement un peu moins, finalement, du groupe Positive Planet.
De là, 2 témoignages d'entrepreneurs. Il faudra les aider parce que c'est pas évident de prendre la parole comme ça pour présenter son projet. L'une a été accompagnée par Positive Planet, je vais dire du coup maintenant, et puis l'autre par Accenture. On va essayer de comprendre ce qu'ils font et comment ils ont été aidés. Donc ça nous amène c'est la première demi-heure, et puis ensuite on va ouvrir un débat plutôt de prospective pour s'interroger sur les différents effets de levier possibles pour engager l'entreprise en faveur d'une économie porteuse de solutions pour un monde dans lequel finalement on a tout simplement envie de vivre durablement, et puis pour les générations futures et futures et futures, voilà, à peu près. Et un jeu de questions-réponses, si on a le temps, parce qu'en effet Jacques Attali est pressé, mais on va quand même essayer de respecter les timings, ça va dépendre d'eux, en fait, tout simplement. Un jeu de questions-réponses avec vous, avec la salle, voilà. En gros, on sera là arrivé à 20h30 et la soirée sera terminée, et ce sera l'occasion de participer, prendre un verre, tout simplement, voilà. Et donc, je vais vous inviter à nous rejoindre. Jacques Attali, Pierre Nanterme, si vous voulez bien venir à mes côtés. Alors, les micros fonctionnent. Voilà. Bon, j'ai fait une longue introduction. Du coup, Pierre Nanterme, pour commencer, puisque vous êtes l'hôte de cette soirée, est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce qui s'est passé donc entre Accenture et Microworld, et dans quel cadre de stratégie d'entreprise cette démarche s'inscrit? Oui, c'est vous, c'est vrai, l'hôte. Pardon, j'ai cru que c'était votre patron. Non, je suis d'abord ravi de vous accueillir tous. Je suis absolument ravi également d'avoir autant de monde dans cette salle, ce qui montre ô combien ce sujet est important pour à la fois les gens d'Accenture qui sont ici et ceux qui viennent de l'extérieur, puisqu'on avait plus de, je crois, 500 réponses. On a fermé plus tôt, en effet, on a les inscriptions. Fermer plus tôt. Donc je crois c'est un signe en soi. Avant de démarrer, évidemment, je suis extrêmement jaloux des photos. Alors là, je ne sais pas qui a choisi la photo de Jacques qui apparaît souriant, décontracté, cool attitude, positive attitude. Puis alors moi qui sors des années 50 d'un rapport annuel, bon, ça on le réglera différemment. Il y a un job qui risque une place à prendre bientôt sur le choix parce que, à la com d'Accenture. Mais Jacques a mis une cravate, donc merci Jacques pour ce soir. Bon, moi j'ai eu raison de dire qu'on avait un timing serré. Je sens que voilà. C'est bien parti. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. En effet, ce sujet nous passionne Accenture, et nous c'est une longue tradition, la contribution, et c'est une longue tradition de contribution individuelle. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'en effet, à la fois Accenture en tant qu'entreprise contribue, mais on a toujours eu dans cette société, et depuis 40 ans, 50 ans, la volonté que ce soit les collaborateurs eux-mêmes qui s'engagent et qui contribuent. Parce qu'on pense que si on fait cet effort soi-même, d'ailleurs, c'est plus important. Et puis après, c'est quelque chose que l'on transmet. Si on a donné, si on a contribué, on le voit, on va le transmettre aux générations futures. Et je me souviens à l'époque où on était encore une partnership d'ailleurs, les partenaires, pour citer les partenaires, contribuaient personnellement et d'une manière qui était automatique, sur leur salaire, systématique. Ça, absolument, on avait à l'époque des parts et on était rémunéré sur nos parts de l'entreprise. Et tous les ans, on déduisait dans ces parts un nombre de dollars par unité qui allait obligatoirement, forcément, et c'était une évidence. Et on a essayé de garder, alors on a changé de modèle, on est aujourd'hui une entreprise cotée, on a l'occasion d'en reparler, mais on a gardé cet état d'esprit de contribuer personnellement, et on continue de le faire et de le susciter. Donc c'est dans la tradition d'entreprise, et du coup Microworld, qui est une plateforme de microfinance, en tout cas de finance participative pour financer des micro-entrepreneurs. En gros, ça colle à la fois, si j'ai bien compris, à votre enjeu technologique, à votre ADN, je dirais, de technologie et de participation à titre individuel. C'est ça un petit peu le fil. C'était ça l'idée. L'idée était de fournir une capacité de pouvoir s'engager auprès de ces entreprises, et à la fois de le faire individuellement, de le faire au travers d'un portail technologique. Et quand Jacques et ses équipes me l'ont présenté, j'ai dit c'est exactement ce qu'il nous faut, parce qu'en effet, ce portail, ça permet à tout un chacun ici de pouvoir contribuer partout
et à tout moment dans le monde. On aura l'occasion d'en donner. Et sur un sujet qui était pour nous extrêmement important, qui est l'entrepreneuriat. Et le développement des compétences. Et bien évidemment, l'entrepreneuriat, au départ, ça démarre par le financement et le financement en termes de microcrédit. Donc on s'est retrouvé extrêmement vite sur la même vision de ce développement de compétences, de l'entrepreneuriat, du microcrédit, et avec un succès, j'aurai l'occasion d'en dire, je pense, quelques mots, qui a, je crois, dépassé même nos espérances. Oui, c'est ça. Vous pouvez le dire maintenant, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup plus, il y a eu un programme d'association des équipes en interne, de mobilisation, et qui a dépassé complètement, en fait, vos objectifs initiaux. Ah ben largement, puisque on est assez compétitif dans cette entreprise. Donc, je sais que ce portail avait déjà été mis en place chez un de nos confrères et concurrents, et bien évidemment ici, si quelqu'un l'a fait, il faut qu'on fasse mieux. C'est plus, mieux, plus vite. Et je suis ravi d'annoncer les résultats qui sont environ 20% des collaborateurs de la France ont contribué sur le microcrédit. Donc ça fait plus de 1000 collaborateurs, et j'encourage les 80% qui ne l'ont pas encore fait de se rallier à cette cause. Ce qui est plus important, c'est que 700 projets, plus de 700 projets ont pu être financés. C'est-à-dire que c'est 700 fois la vie de gens qui ont été touchés, impactés, et qui ont pu lancer une activité et dans tous les types d'activités, se donner les moyens et surtout prendre leur vie en main. Ouais. Et c'est quelque chose qui est pour nous très important. Bien évidemment, l'éducation est importante, les jobs classiques, c'est très bien. Et nous, on embauche... cette année, on va embaucher 95 000 personnes. Donc on embauche beaucoup. Mais on n'embauchera jamais assez pour régler le problème des 7 milliards d'habitants qu'il y a sur cette planète, ou des 9. Donc il faut que les entreprises embauchent, mais il faut aussi donner les moyens aux personnes d'être autonomes, en fait. Aux personnes de s'engager, d'entreprendre et d'être autonomes. D'accord. C'était très clair. Du coup, c'est un peu le fil conducteur de Positive Planète. Résoudre la pauvreté, donner à chacun la capacité d'être autonome dans sa vie. Alors, comment est-ce que ce type de partenariat participe à votre développement? Et puis, est-ce qu'on peut peut-être brosser un petit peu justement vos différentes activités qu'on ne connaît pas forcément? D'abord, je suis très heureux d'être là de nouveau avec Pierre. Ils se connaissent. Et avec vous, cher ami aussi. Nous sommes en effet des amis et des partenaires. On a fait beaucoup de choses ensemble, tant dans les relations avec Planète et Accenture que à titre personnel dans d'autres forums. Et c'est toujours un grand privilège de travailler avec vous dans différents groupes de travail, un peu partout. Le partenariat avec Accenture est pour nous très important parce que Accenture est une entreprise mondiale dirigée par un et des Français, qui est une entreprise de l'intelligence et qui est donc peut mieux comprendre que d'autres l'importance de donner à chacun les moyens de se développer. Et quand on a créé Planète Finance, qui vient de changer de nom, nous annonçons aujourd'hui pratiquement pour la première fois le changement de nom du groupe, on a créé Planète Finance dans l'objectif que vient de dire Pierre, c'est-à-dire de prendre conscience que il y aura jamais assez d'usines à travers le monde pour que tout le monde soit salarié d'une usine pour donner les moyens de se réaliser, si tant est que travailler dans une usine soit une moyen de se réaliser. Et donc on est parti dans l'idée que la meilleure façon de créer l'autonomie de chacun, c'est de lui donner les moyens intellectuels et matériels de réaliser son rêve, c'est-à-dire de créer l'activité dont il a rêvé quand il avait quelque temps pour rêver. C'est ça la microfinance, c'est apporter à la fois les compétences et le financement. Et puis le groupe a grandi et pour faire une longue histoire courte, on a développé un grand nombre d'activités et on s'est rendu compte que ça faisait partie d'un ensemble plus vaste d'entreprises, de gens, d'ONG, d'institutions, de personnes privées, physiques qui ont à l'esprit que une vie n'a de sens que si elle est au service des autres. Et que, d'une certaine façon, la meilleure façon d'être heureux soi-même, c'est de rendre d'autres personnes heureuses. Et en particulier, de créer les conditions pour que les générations suivantes le soient. Et que la meilleure façon de créer les conditions pour que les générations suivantes le soient, c'est que soi-même, on soit en situation d'autonomie pour financer les études de ses enfants et créer les conditions que le monde soit meilleur. Donc, on est parti de ce concept. Et on a appelé économie positive, l'économie qui rassemble tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes.
en ayant présence là à l'esprit. Ce qui devrait être au fond le rôle, la mission de chacun d'entre nous dans notre vie privée. Quand on a des enfants, c'est ce qu'on fait avec ses enfants. C'est ce qu'on fait aussi, ce que devrait faire aussi un homme d'État. Il ne devrait travailler que dans l'intérêt des générations suivantes. Et les chefs d'entreprise aussi, qui ne devraient pas se contenter du cours de bourse ou du dernier chiffre du trimestre pour déterminer leur stratégie. Voilà. Donc on a, pour ça, pour répondre à votre question, développé un groupe qui va dans beaucoup de directions. Nous avons nos activités de conseil en microfinance, nous avons nos banques de microfinance, nous avons une agence de notation. L'assurance aussi, peut-être. Dans chacun de ces métiers, on est dans les premier, deuxième ou troisième mondial. On a nos banques de microfinance, nos activités de conseil microfinance, on a une activité de courtage en assurance de microfinance, on a une activité de notation. Avec des filières qui sont for profit, des filières qui sont for profit, c'est beaucoup non profit. Ils ont des actionnaires, mais personne ne nous a jamais réclamé de distribuer des dividendes, et les dividendes soit sont réinvestis pour croître, soit utilisés. Sont elles-mêmes des entreprises d'économie positive, voilà. Finalement. Absolument. Et on gère, par exemple, un fonds de retraite suisse nous a confié 1 milliard à gérer pour faire des lignes de crédit aux instituts de microfinance. Et on se développe beaucoup dans beaucoup d'autres métiers. On a des activités pour aider à l'accès à l'énergie, aider à l'accès à l'eau, aider à l'accès à l'éducation, aider à l'accès à l'environnement. On a des entreprises des activités pour utiliser les nouvelles technologies pour permettre cet accès, par exemple le téléphone mobile, non seulement en matière financière, mais en matière éducative. Et on est en train d'utiliser de très nombreuses activités diverses. Et MicroWorld, c'est cela. C'est un site de peer-to-peer pour permettre aux gens qui ont un peu de sous d'aider les autres qui n'en ont pas. Avec la seule activité gratuite, le seul acte généré qu'on fait sur ce site aujourd'hui, c'est qu'on prête sans intérêt. Et en effet, on a commencé ça il y a quelques années, on a eu quelques partenaires. D'abord, il y a des gens qui le font individuellement. Vous allez sur ce site, même si vous n'êtes pas membre d'Accenture, vous pouvez prêter. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, on peut le voir, ce site, en tapant tout simplement sur Google Accenture, MicroWorld, et on voit très exactement le compteur, les projets soutenus. Mais je ne sais pas. Et puis sinon, on peut aller sur MicroWorld directement. Voilà, on va sur MicroWorld quand on n'est pas d'Accenture, mais je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas d'Accenture. Oui, et puis c'est simplement pour voir à quoi ça ressemble. En marque blanche. Et on a des projets avec d'autres entreprises, mais en effet, comme tu l'as dit, le projet que nous avons avec Accenture est le plus avancé, puisqu'on nous avons à peu près 3000 projets financés. Donc Accenture représente à peu près autour du quart de nos projets. Et ce n'est qu'Accenture France. Je ne désespère pas d'avoir Accenture aux États-Unis, Accenture dans d'autres. J'attends pour faire des annonces plus tard. À la fin. On garde les annonces à la fin. Il faut regarder les personnes dans la salle. Des annonces énormes. Oui, bah oui. En millions, donc, ça se compte en millions. Donc nous avons et c'est extraordinairement gratifiant, et tous ceux qui y participent sont très heureux de le faire. Aujourd'hui, MicroWorld permet d'aider des micro-entrepreneurs en dehors de France. Oui. La législation a changé récemment. Est-ce que vous envisagez peut-être demain qu'on puisse aussi aider? D'accord. C'est une question de jour. On a mis un siècle et demi à comprendre les labyrinthes administratifs pour pouvoir le faire. C'est compliqué, c'est normal que ce soit compliqué, puisque on rentre dans le monde bancaire, et le monde bancaire exige des précautions extrêmement précises pour que ce ne soit pas n'importe qui. Mais le crowdfunding, puisqu'il s'agit de cela, le peer-to-peer et le crowdfunding, c'est devenu la même chose. On va le faire en France, d'autant plus facilement que nous avons par ailleurs, depuis 8 ans, une activité dans les quartiers où non seulement nous travaillons dans 80 pays, mais nous travaillons aussi dans les quartiers en France, où nous aidons les jeunes des quartiers à créer leur entreprise. Oui, alors on va en parler tout à l'heure avec un témoignage. Voilà, exactement. Donc Et j'ai une autre question. Donc on se dit du coup demain, grâce à MicroWorld quand même, parce que c'est intéressant pour les personnes qui sont dans la salle, qui ne sont pas uniquement d'Accenture, qu'on va pouvoir, grâce à MicroWorld, aider un micro-entrepreneur français. En France ou ailleurs, ce qui est tout aussi vertueux. En tout cas, les deux seront possibles. Et toujours sur les changements législatifs récents, les prêts vont pouvoir être rémunérés. Est-ce que vous envisagez d'aller sur cette ligne-là pour accélérer justement aussi la montée en puissance de MicroWorld? On va permettre les deux. On va laisser le prêt totalement sans intérêt, qui est l'activité celui qui veut, d'accord, la plus parfaite, et on va permettre à ceux qui veulent avoir un petit intérêt de l'avoir. Bon. Ce qui va, semble-t-il, débloquer d'autres sources de financement. Oui, c'est un peu l'idée d'accélérer un peu le mouvement. Ça sera aussi une question de semaines avant que ce soit disponible. David est là?
David, c'est quand? D'ici 3 semaines à 1 mois, on va effectivement commencer à réunir le paper. Alors David Langlois, voilà, qui est en charge. Le patron de Microworld. Voilà. Tout le monde est là ce soir. Et du coup, ça tombe bien, on va écouter, sauf si vous voulez rajouter quelque chose par interne, sinon on peut peut-être demander à Marie-Aimée d'intervenir. Alors, je vais vous demander de l'applaudir, de l'accueillir, parce que c'est pas un exercice facile. Est-ce que vous avez un micro? Vous n'avez pas de micro? Il y a un micro ou pas? Non, alors voilà, on va vous prêter. Alors Marie-Aimée, vous êtes l'exemple typique d'un entrepreneur qui a une vision, qui veut mettre cette vision en action, qui décide de prendre sa vie en main. Et vous êtes tourné vers finalement Planète Finance, Positive Planète, plus exactement Entreprendre en banlieue avec Planète Adam à Montreuil pour lancer votre activité. Et Macadam. C'est le nom de l'activité. Bonsoir à tous. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que Macadam et comment ça s'est passé avec Planète Finance France? Bonsoir. Donc, Macadam, c'est mon projet. C'est des solutions de décoration et de personnalisation des voitures. C'est aussi une autre vision que je souhaite apporter de la voiture. Pour moi, la voiture, c'est un microcosme, c'est un lieu de vie, c'est aussi un temps de vie, le temps du trajet, si court soit-il, c'est un peu de votre temps. Donc pour moi, c'est important que ce soit un temps de qualité dans un lieu de qualité. C'est pour ça que je souhaite développer des produits, des solutions qui permettent d'optimiser le bien-être qu'on peut ressentir dans sa voiture. Voilà, vous voyez un petit peu, j'ai créé des housses de siège auto, par exemple, que je veux colorer, facile à installer et à enlever. Comme ça, on peut renouveler son décor aussi souvent qu'on le souhaite, au fil des collections qui seront elles-mêmes renouvelées, avec des petits coussins. Enfin voilà, tout un univers que je commence à développer et voilà d'autres. Je pense que toutes les personnes qui font de longs trajets pour faire de la banlieue à Paris en voiture comprennent à quel point la voiture parfois peut être un vrai lieu de vie et comme c'est important effectivement de se sentir chez soi. C'est un peu ça votre idée. Tout à fait, oui. Et au-delà de ça, c'est vraiment un lieu de vie que je trouve concentré, puisque voilà, si je suis en tension avec quelqu'un dans cet espace-ci, ça se verra pas forcément. Si je me retrouve avec la même personne à l'intérieur d'un habitacle, il y a des chances pour que là, ça se sente beaucoup, éventuellement que ça pète. On a tous connu ça. De même qu'on a tous connu, on a tous, je pense, des souvenirs d'enfance sur la banquette arrière, où voilà, il y a peut-être des moments sociaux. Avec les parents, vous voulez dire, avec les parents, oui. Parce que je sais pas quel est l'âge moyen, oui. C'est ça, a priori, ça va. Je parlais de l'enfance. Après, pour ce qui se passe ensuite, voilà. Manifestement, il y a des souvenirs aussi, parce que ça a l'air d'évoquer des choses à des gens. Voilà. Mais quelle que soit la tranche d'âge, donc, la preuve est que la voiture, tout de suite, ça évoque des tranches de vie. Et du coup, Marie-Aimée, vous êtes dit, vous êtes arrivée en région parisienne, vous vouliez entreprendre, vous êtes tournée vers plein d'associations, etc., qui vous ont dit, allez voir Planète Adam pour commencer à lancer votre projet. C'est ça. C'est ça, effectivement. Planète Adam, ça correspondait. Planète Adam, qui est donc dans le groupe de la Positive, de la Positive Planète. Voilà, qui va peut-être devenir Positive Adam, je ne sais pas. Adam, c'est Association de développement et d'accompagnement de micro-entrepreneurs. Voilà. En fait, tout ça est en train de disparaître pour s'appeler Positive Planète. Quelle bonne nouvelle. Ce sera plus simple pour nous. Quand une organisation grandit, il y a plein de noms qui apparaissent et qui finissent par disparaître. Donc, voilà, cette association-là correspondait à la taille que je souhaitais donner à mon projet. Et puis, elle avait en plus le grand avantage d'être locale, ce qui évite de courir partout. Et voilà, on a quand même beaucoup de choses à faire quand on développe une entreprise. Donc, la proximité, c'est agréable. On perd pas de temps là-dessus. Et puis, ce sont des gens qui sont réactifs. Moi, j'ai été très touchée, je dirais, par la disponibilité dont ils ont fait preuve et dont ils font preuve, pas qu'avec moi d'ailleurs, mais avec tous les gens qui le suivent. C'est vraiment pas un vain mot de dire qu'ils accompagnent, c'est que on est vraiment reçu longuement et aussi souvent que nécessaire. Donc il y a une vraie disponibilité qui permet d'être écouté, que notre interlocuteur connaisse vraiment les tenants et les aboutissants du projet, sache où on en est au moment où on vient le ou la voir, et puis le temps qu'ils mettent à notre disposition permet aussi d'être très efficace et de réagir en temps réel aux problématiques avec lesquelles on arrive. C'est-à-dire que c'est
des gens qui, au cours de l'entretien, ont le temps de prendre le téléphone pour, une fois qu'on leur a exposé une problématique, puissent la résoudre en direct avec nous et on repart avec la solution. Sachant qu'on est d'accord, avec Planète Adam, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'aide au financement, mais par contre, il y a une aide à la construction des dossiers pour avoir accès au financement existant et auquel vous pourriez avoir le droit. C'est ça, en fait. Hein. Il y a un accompagnement à toutes les ressources qui puissent être disponibles, c'est-à-dire qu'il y a du conseil, il y a de la mise en relation et il y a aussi, alors moi ça a été particulièrement mon cas, un accompagnement pour obtenir des financements, puisque j'avais fait préalablement à ma rencontre donc avec l'association, j'avais fait des recherches de financement par moi-même, mais bon, il faut croire qu'on n'obtient pas les mêmes résultats quand on est accompagné. La preuve, c'est que j'étais allée frapper à la porte de la BPI, puisque mon projet comprend un volet d'innovation un peu important, puisque j'ai déposé des brevets, enfin voilà, et j'avais pas eu de résultats, enfin voilà, je n'arrivais pas à rentrer dans les cases des programmes, et grâce à Planète Adam, on a réussi à débrouiller comment fonctionnaient les programmes d'innovation, même si c'était pas quelque chose qu'ils maîtrisaient quand je suis arrivée, mais ils se sont lancés bravement avec moi et on a réussi. Ouais, parce qu'il faut voir qu'il y a un truc super dans votre projet, c'est qu'en fait vous avez déposé un brevet, c'était pas du tout prévu, hein, vous avez inventé une technique de type de housse pour être plus pratique, avec des matériaux particuliers en coton, etc. Ça, au départ, l'initiative, de l'aventure, c'était pas prévu, hein, c'est ça. Donc ça a pris beaucoup plus de temps. Oui, mon projet initial, c'était simplement de faire de l'achat-revente et de rassembler en fait dans une boutique en ligne des produits que je trouverais sympathiques pour améliorer son aspect et le confort de la voiture. Mais j'ai pas trouvé en fait. Donc au bout d'un moment, je me suis dit je vais quand même essayer de faire au moins la première chose à laquelle on pense quand on pense à améliorer l'intérieur des voitures. Le réflexe un peu naturel, c'est la housse de siège auto. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus joli que ce qui est présenté ordinairement dans les magasins et d'un peu plus agréable au toucher. Et puis je me suis aperçue que les housses existantes étaient non seulement pas forcément super agréables à l'œil, en tout cas pour mon goût, mais en plus elles étaient très difficiles à mettre et à enlever. Enfin voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir et là ce fut le début de la fin. Et donc voilà, du coup j'ai inventé des solutions, créé des prototypes, etc., etc. Et à un moment s'est posé la question de la protection industrielle et je me suis effectivement retrouvée en plus à rédiger des brevets, ce qui est toujours assez intéressant comme exercice. Mais bon, ça fait partie de la grande aventure de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est intéressant, c'est long, il faut se plonger dedans, mais. Et du coup là, vous avez fait du crowdfunding sur Ulule, ça a marché, vous avez dépassé votre collecte souhaitée initiale, mais on peut toujours participer. Oui, tout à fait. Sur Ulule, on regarde Emma Kadam, E2MACAM, et puis on peut vous aider. Oui. Emma comme le prénom, Emma Kadam, voilà, vous l'avez avec un E, pardon. Voilà. Donc oui, la campagne sur Ulule est close. Mais et là, vous lancez. Voilà, là je suis en phase pour affiner donc la production, affiner le stylisme, etc. Et normalement j'ai un site internet qui devrait ouvrir dans le courant du mois de mai, j'espère. Mais voilà, vous pouvez toujours me joindre, contact@emacadam.com. Voilà, je suis preneuse de toute solution pour faire connaître mes produits, de tout soutien. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bravo en tout cas. Ouais, franchement, je pense. Attendez. Vous voulez peut-être garder votre micro, vous voulez peut-être réagir, Pierre Nanterme et Jacques Attali ? Oui, moi je dirais simplement que c'est un exemple très illustratif de ce que quelqu'un peut se trouver en situation de créer son entreprise, de ne pas avoir ni les moyens matériels, ni toute l'expertise nécessaire, et qu'une activité de conseil peut aider à cette création. Et on a créé comme ça 3000 entreprises, dont 80% sont pérennes pendant plus de 3 ans, et le coût moyen pour nous, c'est-à-dire pour la collectivité qui nous finance, c'est l'équivalent de ces mêmes personnes au chômage pendant 3 mois. Donc c'est évidemment extraordinairement efficace. Et ce serait même une solution beaucoup plus générale à mettre en œuvre que de former les gens à créer leurs entreprises plutôt que de les rémunérer à être des chômeurs. Oui, c'est clair. Sachant que le taux moyen, je crois, de maintien d'entreprise au bout de 3 ans, c'est à 56, pas chez vous, mais taux moyen, c'est 55%. C'est ça, 55-56. Donc, vous voulez réagir peut-être ou... Oui, c'est intéressant. Dans l'aventure qui a été racontée, quand on parle de la création d'entreprise, on parle très rapidement du financement. On ne trouve pas assez d'argent, etc. Quand on voit l'histoire qui nous est racontée ici, c'est beaucoup de coaching, c'est beaucoup de conseils,
c'est beaucoup de techniques et c'est aussi des choses qu'on fait beaucoup en pro bono. C'est pour ça qu'il est important pour les gens de s'impliquer. C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de soutien, y compris de soutien technique. Je vois ici celui qui s'en occupe, d'ailleurs, qui peut se lever la main. Voilà. Ouais. Vous pouvez donner votre nom parce que je ne le connais pas. Directeur des opérations du coup de Planète Adam en fait, France. Donc s'il y a des créateurs d'entreprises ce soir, voilà. Vous pouvez vous tourner vers lui. Merci beaucoup. Juste, s'il y a des créateurs d'entreprises ce soir, voilà, effectivement, ce que ça apporte, c'est que quand on crée une entreprise, on est assez seul finalement, et le fait de se tourner vers des réseaux, etc., ça permet aussi d'apporter des solutions qui sont liées simplement au fait d'avoir rompu cette solitude, et c'est très important, me semble-t-il. Merci beaucoup, Marie-Aimée. Et justement, je pense qu'on peut l'applaudir, hein, parce que... On a un deuxième témoignage de Charles-Édouard Vincent. Alors là, on va voir justement tout l'aide technologique, pro bono, etc. d'Accenture. Chacun son témoin. Voilà. Bienvenue, Charles-Édouard. Alors Charles-Édouard, on vous connaît déjà dans le cadre d'Emmaüs Défi en France. Et puis là, vous lancez, Charles-Édouard, Lulu dans ma rue. Et ça a été lancé en test cette semaine. Racontez-nous et comment ça s'est passé avec les équipes d'Accenture. Si vous voulez bien. Alors, tout le monde connaît Lulu dans ma rue. Non. Bon, le principe de Lulu dans ma rue, enfin, je vais pas reprendre ce qu'a dit Jacques Attali. Il y a pire que d'être pauvre, en fait, c'est de se sentir inutile. Quand on est dans une société où tout le monde travaille et que soi-même, on n'a pas de boulot et on vous fait sentir que vous êtes un peu à part et que, voire vous êtes un assisté, c'est extrêmement, extrêmement dur. Donc tout le travail qu'on a fait avec Emmaüs, ça a été justement par le travail de permettre à des SDF de sortir de la rue. Mais ce problème-là, il est bien plus large et il touche bien plus de personnes dans notre société. Alors, où est-ce qu'on trouve des leviers de croissance? Il n'y en a pas beaucoup, et surtout pour des personnes peu qualifiées, qui ont une vie parfois un peu chahutée. Finalement, c'est autour des petits boulots. Dans notre société, les petits boulots ont petit à petit disparu. La technologie les y a aidés, le droit du travail aussi. Finalement, sur ces deux dimensions-là, on voit que dans les toutes dernières années, il y a eu des changements assez majeurs sur le travail avec la création du statut d'auto-entrepreneur. Et puis, sur les nouvelles technologies, évidemment, l'apparition des smartphones. Et donc, l'idée de Lulu dans ma rue, c'est de créer le Uber des petits services de proximité. Donc, structurer un marché pour permettre à tout un chacun d'avoir très facilement quelqu'un qui, enfin, va vous fixer votre tringle à rideau, pour des personnes âgées, changer une ampoule électrique, pour des déménagements, mettre dans des cartons, etc. Et donc l'approche de Lulu dans ma rue, c'est de pouvoir organiser au niveau d'un quartier ces échanges, donc qui vont être payés avec un paiement intégré, etc. Donc le rendre très simple avec des smartphones. Pouvoir trouver la personne dans mon quartier qui peut me faire ce boulot. Et ces personnes, on va les référencer sur la plateforme, etc., faire tout un accompagnement. Et donc, ça fait 1 an que je travaille sur ce projet qui est un petit peu la suite d'Emmaüs Défi. Et puis, ça fait 1 an que je travaille dessus. Et puis, vendredi dernier, ça y est, on a le kiosque, puisqu'en fait, on va récupérer des kiosques à journaux dans Paris. Vous savez que la presse écrite va pas bien, donc les kiosquiers cherchent qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre à part vendre des journaux? Et on va leur donner le rôle de concierge de quartier. Et c'est eux qui vont, en fait, animer cette communauté de Lulu dans mon quartier, être un peu les régulateurs, les animateurs, rassurer, faire le marketing, mais aussi apporter toute la confiance, parce que sur tous ces petits boulots, à chaque fois, il y a vraiment un enjeu de à qui je demande de sortir mon chien, à qui je donne les clés pour venir arroser les plantes pendant les vacances quand je suis pas là. Donc, on est toujours sur des sujets très très sensibles. Et une infrastructure physique qui est justement cofinancée par des acteurs publics va permettre de construire cette confiance. Donc ça y est, là, ça fait 1 an qu'on bosse sur le projet. Je vois Fanny, donc des équipes d'Accenture, qui a piloté tout le projet. Donc en fait, Accenture nous a fait toute la plateforme de mise en lien sur Drupal, je peux vous le dire. Et ça va être du costaud. Et vendredi, on a une autre kiosque qui est arrivé. Donc le premier kiosque de Lulu dans ma rue, place Saint-Paul,
et on démarre le service la semaine prochaine. Donc voilà, je suis là, je passe pour témoigner, pour dire que vraiment c'est top. Accenture nous a énormément aidés. Non, je crois que vous vouliez dire autre chose aussi quand on s'est parlé, parce que vous êtes un homme pressé, donc vous êtes dans le métro, mais quand même j'ai retenu une chose, c'est que ça a été une aide technologique, mais aussi le fait d'être soutenu par Accenture a donné un peu une crédibilité à la démarche qui a permis d'aller voir d'autres partenaires. Je crois que c'était aussi ça un peu le volet supplémentaire. Oui, donc effectivement, enfin c'est vrai que dans des projets comme ça, quand on démarre, on a une vision, mais c'est vrai que trouver le premier partenaire qui va pouvoir dire banco, j'y vais, c'est pas facile. Et c'est sûr que d'avoir Accenture, quand je suis allé voir après, il a fallu que je lève des fonds. Donc c'est une association, donc ce sont des fondations, mais le budget dépassait le 1 million d'euros, parce que quand on veut tester ça grandeur nature à l'échelle d'un arrondissement dans Paris, ça nécessite beaucoup de moyens. Et le fait que je puisse aller voir toutes les fondations, les partenaires, pour leur dire voilà, j'ai Accenture avec moi qui me fait la plateforme, tout de suite ça pose. Parce que, évidemment, on peut s'appeler Charles-Édouard Vincent, c'est très important, mais quand on a Accenture à côté, c'est autre chose. Voilà. Merci beaucoup, bravo en tout cas aussi. Vous voulez certainement, je ne sais pas, réagir peut-être l'un l'autre. Oui, c'est toujours formidable d'entendre ça, et puis bon, on est toujours très fiers de pouvoir contribuer. Aujourd'hui, il était cité ce que fait Uber, les plateformes connectées dans le microcrédit. Bon, nous, on travaille énormément dans le digital, et aujourd'hui, on sait qu'on va vers un monde connecté où on peut connecter tout le monde avec tout le monde, quels que soient les sujets. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait bien. On peut parler de l'Internet des objets qui va se développer. Ouais. Et là, c'est exactement tout le pouvoir que l'on a au niveau de ces technologies qui sont finalement simples et extrêmement puissantes, de pouvoir connecter tout le monde avec tout le monde dans toutes les situations. On le voit dans l'hôtellerie maintenant, vous avez un appartement, vous voulez échanger avec quelqu'un d'autre. C'est la montée en régime de ces plateformes peer-to-peers, le crédit. J'ai de l'argent, quelqu'un en a besoin, on le fait en désintermédiant beaucoup des intermédiaires classiques. Je peux vous rendre un service, quelqu'un en a besoin. Quand on voit le succès quand même de Uber, c'est absolument ahurissant. Et quand on voit la simplicité du concept, et là on est dans cette même la puissance, la simplicité, et ça répond à un besoin. Et je suis sûr que ça va marcher, c'est formidable. Oui, puis là ça sert effectivement aussi à des gens qui sont loin de tout ça, et un impact, comme on dit maintenant, sur la société extrêmement positif, parce que vous êtes dans une démarche d'associer des personnes qui sont en bord de la société, je dirais, avec des étudiants, qui est une mixité, pour que justement il n'y ait pas de stigmatisation d'un type de population. C'est bien ça l'idée. Oui, juste pour donner quelques chiffres, l'objectif sur le 4e arrondissement, on va tester le concept, c'est d'atteindre 100 Lulu. Aujourd'hui on en a une vingtaine. On va voir, ça pourrait être plus. Sur ces 100 Lulu, l'objectif c'est qu'il y en ait entre 10 et 20 qui sortent de structures d'insertion. Alors on va pas prendre des SDF à la sortie de la rue. Là, il y a Emmaüs Défi qui le fait et qui est là pour ça. En revanche, à la sortie des structures d'insertion, il y a un vrai problème parce que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément envie de retourner dans l'entreprise classique, et qu'il y a des nouvelles formes de travail qui apparaissent dans des logiques où je choisis, c'est plus souple, dans mon quartier j'existe, etc. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit pas non plus le truc pour des gens catégorisés à problème. Donc c'est important qu'il y ait aussi des étudiants. Là, dans les premiers Lulu, on a des étudiants, des jeunes retraités, des gens au chômage. Voilà. Donc c'est vraiment cette diversité. Nous, là, dans le quartier, dans la salle, on peut. Ah oui, si vous avez été dans le 4e ou dans le 3e, enfin dans Paris Centre, allez sur luludansmarue.org, voilà. Et puis vous vous faites connaître, et on a besoin de supporters pour lancer, parce que il y a la technologie qui est fondamentale, mais c'est aussi des dynamiques, on le sait, il faut créer la dynamique entre l'offre et la demande, avoir suffisamment de Lulu, mais suffisamment de clients, et ça, ce sont des équilibres qui sont difficiles à trouver, et qu'on se donne 1 an pour lancer cette dynamique. Merci beaucoup, Charles-Édouard. Merci à vous et merci Accenture. Merci. Lulu dans ma rue.
Bon, écoutez, on est presque dans les temps. Alors, c'est parfait. On va pouvoir ouvrir un débat. Alors, cette fois-ci, on va essayer de partir un peu plus dans la prospective. Après ces exemples très concrets et pragmatiques, mais on va rester quand même de manière un peu pragmatique. Jacques Attali, en fait, moi, j'étais intéressée pour ouvrir ce débat par la question suivante. J'aurais aimé, là, maintenant, que vous partagiez avec nous les préconisations très concrètes, en fait, que vous avez déjà faites, déjà formulées pour bâtir une économie positive et qui touchent directement, qui concernent directement l'entreprise. J'ai en tête la modification du Code civil français pour inscrire dans la mission d'entreprise sa dimension sociale, environnementale. J'ai en tête les processus de décision participatifs. J'ai en tête, et là ça peut coincer un peu plus, des droits de vote et de rémunération des actionnaires liés à la durée de détention des titres. Tout ça, est-ce que vous pouvez partager avec nous pour qu'on comprenne bien que l'économie positive telle que vous la proposez s'ancre dans des actions concrètes? C'est pas juste des mots. Bien, vous avez fait la demande et la réponse, donc je peux rien dire. Non, parce qu'il y a plein d'autres choses. Nous avons en effet créé un groupe de travail dont faisait partie Christian d'ailleurs, pendant longtemps, un groupe de travail international qui a réfléchi sur ce concept d'économie positive et sur ce qu'il faudrait faire. C'est un enjeu très important parce qu'on peut démontrer, ce n'est pas lieu ici, mais que la crise financière récente tient très largement au fait que l'économie n'est pas positive. Elle tient au fait que les décisions sont prises à court terme, tant par les gouvernements qui font des dettes publiques parce qu'ils n'en ont rien à faire de savoir qui va les rembourser, ou les entreprises qui prennent des décisions à très court terme parce qu'elles sont tenues à cette tyrannie, qui tient d'ailleurs très profondément à une évolution de nos sociétés, nos sociétés ont fait de la liberté individuelle la valeur absolue, et la liberté individuelle poussée à l'extrême, c'est le droit en permanence de changer la vie, c'est le droit d'être tout le temps en situation de ne pas respecter les contrats qu'on a passés. C'est une société qui institutionnalise la déloyauté et qui d'ailleurs se traduit par le fait que les contrats sont de plus en plus brefs, qu'il s'agisse du contrat de travail, du contrat sentimental ou toutes les autres formes de contrats qu'on peut avoir avec les entreprises, dans la nation. Un jeune considère qu'il n'est pas de raison d'être loyal à l'égard de la nation qui a financé ses études et qui peut partir où il veut, et quelqu'un qui est à l'âge de la retraite considère qu'il n'a pas de raison de ne pas dépenser sans limite, comptant sur les générations suivantes pour financer. Donc, d'une façon, nos sociétés sont en train de devenir des collections de ce que j'appelle de mercenaires déloyaux, des mercenaires sans aucune loyauté à l'égard de la collectivité. Or, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas tenir. Aucune société ne peut être durablement une collection de mercenaires déloyaux. Et l'économie positive, c'est ça, c'est de recréer de la loyauté en faisant que nous ayons du sens. Ce qui est vrai aussi pour la politique. Qu'est-ce que c'est qu'un homme d'État, par différence d'un homme politique? C'est quelqu'un qui se permet d'être provisoirement impopulaire parce qu'il sert un objectif qui le dépasse et qu'il est capable d'en expliquer les fondements et donc de justifier l'effort qui est nécessaire. Et la grande difficulté des sociétés démocratiques d'aujourd'hui, et c'est la suivante, comment est-il possible de réintroduire du long terme en maintenant la démocratie? De même, comment est-il possible d'introduire du long terme en maintenant le marché, en sachant que la démocratie et le marché sont soumis à une dictature du court terme. Donc on a proposé un certain nombre de réformes. Je dirais d'abord, par exemple, pour l'État, la démocratie, on a proposé de remplacer le Sénat par une chambre qui déciderait en fonction de l'intérêt des générations suivantes. Il n'aurait que ça comme objectif. Ça peut paraître complètement utopique, mais on a réussi à convaincre la ville de Paris, qui va remplacer son conseil économique et social. Ça sera annoncé dans quelques semaines au cours d'un forum d'économie positive que nous faisons à Paris le 13 juin, auquel vous êtes conviés, qui va remplacer son conseil économique et social de la ville en un conseil des générations suivantes. Ah oui, d'accord. Et c'est la première collectivité publique mondiale qui va faire ça, et d'autres sont en train de le regarder en Italie, et je serai à New York dans quelques jours pour en parler avec les autorités de la ville. Je pense qu'il y a là un vrai mouvement qui n'est pas aussi utopique qu'on peut le penser. Pour les entreprises, c'est en effet très, très difficile. Comment est-ce qu'une entreprise peut décider en fonction du long terme? D'abord, il faut bien prendre conscience que décider en fonction du long terme, c'est pas une garantie de pas se tromper. Parce qu'on est sûr de se tromper quand on décide qu'en fonction du court terme, mais décider en fonction du long terme, ça veut dire qu'on a fait un certain pari sur ce qu'on croit être le long terme, et on peut se tromper. Donc c'est pas une garantie. C'est le propre de l'entreprise en même temps, de parier aussi. Voilà, mais le long terme, c'est d'essayer de comprendre quels vont être le marché, quelles vont être les demandes, quelles vont être les technologies, qu'est-ce qu'il faut faire comme choix. Et il vaut mieux se tromper en ayant réfléchi
que être sûr de se tromper en jouant au dé, simplement parce qu'on prend des décisions en fonction du court terme. Alors en effet, vous avez dit toute une série de réformes. J'en ai donné que 3, oui, mais vous pouvez les redonner. Hein. Vous avez nommé celle... Plus de force. Celle qui consiste à changer le statut de l'entreprise, qui est défini depuis le début du 19e siècle comme étant un rassemblement d'actionnaires, ce qui est quand même surréaliste que l'entreprise ne soit qu'un rassemblement d'actionnaires. Et ce devait être dans la loi dite Macron, mais ça a été supprimé pour des raisons juridiques, et je ne désespère pas que ça revienne. C'est-à-dire de considérer que l'entreprise est une collectivité qui a beaucoup d'autres objectifs que la rémunération du capital, et en particulier comme objectif l'intérêt des générations suivantes, mais aussi des salariés, des consommateurs, de l'environnement. Le deuxième, en effet, que vous avez dit qui est très important, c'est de faire en sorte que l'entreprise, que les actionnaires en tout cas, aient d'autant plus de pouvoir qu'ils détiennent longuement les actions d'entreprise. J'ai lu récemment un chiffre qui m'a stupéfait, je n'en ai pas la source, mais selon lequel il y a 20 ans, la durée moyenne de détention des titres était de 7 mois et qu'aujourd'hui elle est de 7 secondes dans l'économie, dans les entreprises, dans les entreprises cotées. Ça tient à ce que, évidemment, il y a une évolution. Or, comment peut-on diriger des entreprises quand la détention des titres est aussi brève? Ça n'a évidemment pas de sens. Donc, on a proposé, et c'est évidemment très difficile d'imaginer que ça soit accepté, mais que le droit de vote soit fonction de la durée de détention des titres. Et ce qui renvoie aussi à d'autres concepts. Il y a des tas de gens qui réfléchissent dans cette direction. Ce qu'on appelle, moi j'ai lancé le concept de capitalisme patient, c'est-à-dire le capitalisme qui prend son temps. Curieusement d'ailleurs, dans notre monde, les riches sont impatients et les pauvres sont patients, alors qu'en fait ça devrait être le contraire. Ça devrait être les riches qui sont patients et les pauvres impatients. Mais nous avons créé un monde d'un tel rapport de pouvoir que c'est le contraire qui s'est installé. Et donc, essayer de donner de la patience dans le mode de décision, ce qui veut dire donner plus de pouvoir au fond à long terme, plus de pouvoir aux entreprises dont le capital est stable, ce qui veut dire d'ailleurs, curieusement, qu'il y a deux catégories d'entreprises qui ont un avenir meilleur que d'autres. La première, c'est les entreprises publiques, puisque par définition, elles ont un actionnariat stable, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se tromper, loin de là. Et la deuxième, c'est les entreprises familiales, qui elles aussi ont en principe un actionnariat stable, qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Donc là, ce sont des réformes qui ont du sens, mais qui naturellement sont très difficiles à faire quand elles ne sont pas faites en fonction du long terme, de façon internationale. Mais on voit des pays qui vont dans cette direction, je pense en particulier, nous avons fait un indice pour classer tous les pays en fonction de leur degré de positivité. Les pays d'Europe du Nord sont évidemment devant tout le monde. Je crois que la France est combien? 18e, La France est 18e, pratiquement égalité avec l'Allemagne. Les États-Unis sont avant, ils sont autour de 11e. Les derniers, on a classé l'OCDE. Mais ce qui est intéressant, c'est non seulement le classement des pays, on le fait tous les ans, on va le refaire, on l'a fait déjà 2 fois, on va le refaire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a classé tous les pays de l'OCDE, et on a constaté, puisqu'on l'a fait 2 années de suite, et la 3e année confirme le calcul, c'est que la positivité de l'ensemble de l'OCDE décroît. C'est-à-dire que l'OCDE dans son ensemble est de plus en plus sous la tyrannie du court terme. Oui, c'est-à-dire aussi que, parce que vous regardez dans vos critères, parce que tout le monde un très grand nombre de critères. Voilà, il y a la liberté, le sentiment de liberté, la liberté. Oui, la démographie, la priorité à l'éducation, la mobilité sociale, toute une série d'indicateurs qui viennent compléter les données économiques classiques. Et qui sont les indicateurs qui indiquent une prise en compte du long terme dans la décision publique. Et nous sommes en train de finaliser des indicateurs de positivité des entreprises pour essayer de montrer comment les entreprises sont plus ou moins positives. Nous avons plusieurs entreprises qui ont accepté de servir de cobayes mais on va peut-être en parler ensemble. Il y a plusieurs entreprises qui ont accepté de servir de cobayes pour voir si elles sont positives. Et on travaille aussi à un indice de positivité des villes, sachant que ce qui se mesure est plus facile à mettre en débat que ce qui est purement subjectif. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je posais la question justement des critères un peu précis, parce que on peut sinon parler de l'économie positive toute la soirée sans réellement entendre ce que vous avez, vous, en fond, en proposition finalement. Et l'essentiel est que plus une société est positive, plus elle est heureuse, stable et créatrice de richesse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on voit le classement des pays en fonction de leur indice de positivité, il n'y a pas de doute. Comment vous réagissez à ce type de propositions qui sont finalement très concrètes en tant que dirigeant d'un groupe comme Accenture? Est-ce que ça vous paraîtrait à mettre en œuvre
totalement surréaliste aujourd'hui eu égard aux exigences de vos clients, à la réalité de votre activité. Est-ce que c'est un chemin que vous pourriez envisager? Est-ce que ça pourrait être des critères à intégrer aux côtés de vos règles d'éthique dans le choix de vos clients? Comment vous réagissez en fait à ça? Alors, bon, comme toujours, et c'est un rôle qu'il remplit tellement bien, Jacques nous interpelle et nous pose des questions. Et souvent, quand Jacques pose des questions, elles sont toujours compliquées. Elles sont pertinentes et compliquées. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement grave, extrêmement important, et où bien évidemment il n'y a pas de réponse simple. Mais d'abord, je crois qu'on est une entreprise, et je suis ravi qu'on participe au benchmark et à l'analyse, qui essaye de s'en sortir pas trop mal. Bon, d'abord, qui fait sa part. Qui fait sa part, mais basée sur des faits. Si je regarde cette entreprise-là, on est en train de regarder sa naissance, Laurence, je pense 1957 en France. 66, voilà. Bon, donc on est là depuis maintenant une cinquantaine d'années, une croissance essentiellement organique. Donc il y a des éléments aussi qui montrent que certains principes de gestion apportent plus de durabilité. Si on regarde l'autre, ça a été en effet une très forte croissance organique, des valeurs ancrées dont l'une d'ailleurs se traduit difficilement en français, ce qui serait une bonne interrogation pour nous, qui est le stewardship, puisqu'on a des valeurs d'entreprise, l'intégrité, la qualité et d'autres. Et puis on a cette fameuse valeur qui s'appelle le stewardship, et qui veut tout simplement dire oui, alors l'accompagnement, mais nous qu'on traduit par laisser l'entreprise dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvée. Et c'est quelque chose qui se transmet comme ça dans cette entreprise. Et donc cette obligation, mais je pense qu'il vient aussi de l'idée de la partnership. Quand vous êtes un partenaire, vous êtes le steward de l'entreprise. C'est presque proche de l'entreprise familiale, en fait, dans l'esprit. C'est l'idée de laisser le monde dans une meilleure situation que celle dans laquelle on l'a trouvé. Absolument. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a d'ancré, mais parce que, alors je sais pas si on est une corporship ou une partner corp, mais il y a ce côté très individuel, et puis le fait aussi qu'on gère un service professionnel, c'est-à-dire qu'on est des praticiens. On vend ce que l'on fait, on fait ce que l'on vend, et on le réalise soi-même, et on fait grandir les gens derrière soi. Donc je pense qu'on a aussi un type d'activité qui se prête assez bien à ce côté de transmission. Maintenant, ce que soulève Jacques, et pour avoir fait nos quarterly earnings pas plus tard que la semaine dernière, cette problématique du court terme et de pression du court terme est le sujet le plus difficile, parce qu'il nécessite, et là c'est la complication pour nous, pour moi, l'alignement du client, du fournisseur, des collaborateurs et de l'actionnaire. Et vous avez et puis des dirigeants eux-mêmes. Oui, parce que vous avez quand même le choix, ça c'est une question peut-être un tout petit peu, de mettre toute l'intelligence d'Accenture mise au service de telle ou telle entreprise influence le monde différemment. Donc c'est ça un petit peu moi que j'entends dans votre plaidoyer d'une certaine manière d'économie positive, c'est d'être en responsabilité à chaque étape de nos choix de dirigeants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le monde n'est pas construit comme ça. Donc je m'interroge sur en tant que grand patron, est-ce que ça paraît complètement déconnecté? Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que vos interlocuteurs sont sensibles? Parce que je vois bien, moi, tous les ans, le rassemblement grandit. Vous faites partie de ceux qui travaillent sur ces sujets. Donc, est-ce que ça essaime je pense qu'il y a des paramètres pour faire cela. Alors, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, vous savez, alors, qu'il y a une autre discipline qui se développe, qui est alors encore plus court terme que le court terme. Là, on parlait du high frequency trading, mais ce sont les activistes. Donc, vous avez aux États-Unis ce nouveau type d'actionnaires qui, en effet, cherchent les écarts de performance que vous pouvez avoir dans l'entreprise, interviennent pour dans un seul but d'ailleurs, qui est d'externaliser à très court terme plus de valeur pour l'actionnaire, et à très court terme, c'est-à-dire tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous rentrez un peu dans le détail, vous avez des critères qui existent,
qui créent des cibles plus favorables que d'autres. Et quand vous regardez ça, je pense que vous pouvez, si vous ne souhaitez pas être une cible, il y a des critères de management qui sont très précis. Bien sûr, meilleurs sont vos résultats, plus ça aide. Mais des éléments plus structurels, c'est la qualité de votre board. On a un board qui est extrêmement divers, qui est extrêmement international et qui porte des valeurs de différence de point de vue. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, d'autres qui viennent de Chine. Tu as rencontré Frank Tang, d'autres qui viennent d'Europe. Et donc, vous avez plusieurs vues du fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, c'est un critère extrêmement important. Donc, vous en avez d'autres dans la manière... vos actionnaires. Vous avez un certain choix de trouver des actionnaires plus de long terme, et même nous on a des fonds d'investissement qui sont les actionnaires d'Accenture. Les 4 principaux fonds sont des investisseurs de long terme et pas des hedge funds. Donc il y a une manière, la technique dans la gestion de l'entreprise, par le choix des dirigeants, le choix du board, le choix de vos actionnaires, le choix de vos fournisseurs, de rendre votre entreprise plus durable. Mais ça nécessite de travailler sur des leviers qui sont extrêmement quand même complexes à aligner. Et voir vos clients, puisque c'est la question que vous posez. On travaille nous avec les entreprises du G2000 et qu'avec des leaders et beaucoup de ces entreprises qui ont des valeurs positives extrêmement fortes. Bien sûr, le nom qui me vient à l'esprit, c'est Unilever, dirigé par Paul Polman, qui est un avocat extrêmement... des entreprises comme Danone, qui est aussi, voire Barclays, qui a beaucoup travaillé en Afrique, notamment dans le financement. Donc on peut y arriver. Bien évidemment, je rêverais qu'au moins la mesure, s'il y en avait une pour les entreprises que j'aurais en place, parce qu'on en avait beaucoup parlé, c'est un reward à l'actionnariat long terme par rapport à l'actionnariat court terme, parce que ça reste le problème numéro 1. Vous voulez réagir peut-être ? Dans le même esprit que ce que vient de dire Pierre, il ne faut pas concevoir le fait d'être positif comme quelque chose qui est un acte de générosité naïve qui s'opposerait... La question était naïve ? Non, je dis pas du tout, non. Il ne faut pas le concevoir comme un acte de générosité naïve qui serait extérieur à l'intérêt de l'entreprise. Au contraire, je crois beaucoup que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme. On a intérêt à être altruiste. On a intérêt à être altruiste parce que c'est la meilleure façon, Pierre vient de le dire, être altruiste, c'est la meilleure façon de se protéger contre les attaques externes, c'est la meilleure façon de créer de la loyauté avec les partenaires dont on s'entoure, c'est la meilleure façon de créer un environnement qui soit le meilleur possible. Mais il faut franchir cette étape. Pour le comprendre. D'ailleurs, Adam Smith l'avait franchi dans ses livres, parce que son premier livre était sur l'altruisme, son deuxième livre était sur l'économie de marché, et dans l'économie de marché, il explique très bien que le commerçant a intérêt à être altruiste, parce que s'il n'est pas altruiste et s'il ne crée pas les conditions du bonheur de son client, il va rien vendre. Donc l'altruisme est la forme la plus fondamentale et la plus intelligente de l'égoïsme. Mais ce qui est plus difficile à admettre, c'est l'altruisme à l'égard des générations futures. Et ça, c'est un peu plus abstrait, mais c'est aussi fondamental pour survivre. On va rester sur ce fil, si vous voulez bien. On va reparler après des technologies, parce que ça, c'est vraiment la valeur aussi d'Accenture. Mais vous avez donc édité récemment un livre qui s'appelle « Devenir soi » chez Fayard, et qui présente précisément cet altruisme entre guillemets intéressé comme étant finalement la clé essentielle de la mise en place de cette économie positive, parce que c'est le ressort humain individuel qui nous appartient tous et que l'on possède tous. Ma question, c'est est-ce que dans un univers d'entreprise qui est un univers extrêmement contraint parce qu'on a des clients, on a des fournisseurs qui ont certaines capacités, on a des équipes qui ont des demandes, est-ce que dans cet univers contraint, il est possible est-ce que c'est un univers favorable pour le développement de cet altruisme intéressé et de devenir soi, finalement? Le meilleur cadre pour devenir soi, c'est l'entreprise individuelle. C'est le cas. Et d'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on fait partie d'une entreprise, on est soi-même
une entreprise dans la mesure où sa vie, c'est la plus importante des entreprises. On a son propre... Voilà, c'est la principale entreprise à laquelle on participe, c'est soi-même. Et faire de sa vie une entreprise réussie en essayant de devenir le mieux de ce qu'on peut espérer pour être heureux, c'est l'essentiel. Les entreprises dans lesquelles on travaille, c'est accessoire. Si elles ne nous aident pas à devenir nous-mêmes, il faut les fuir. Et donc, si je me mets du côté de l'entreprise, l'importance pour l'entreprise, si elle veut garder ses collaborateurs, c'est qu'elle crée les conditions d'un environnement dans lequel elle donne du sens à leur vie. Il faut que les entreprises puissent fournir à ceux qui viennent y travailler un sens qui leur permet de se sentir utiles, pas seulement en gagnant leur vie ou pas seulement en ayant du pouvoir, mais en ayant un sens de l'utilité. Et de plus en plus, ça va être comme ça. De plus en plus, les nouvelles générations n'ont pas envie simplement d'un métier qui soit purement rémunérateur, elles ont envie d'avoir du sens dans la vie. Et donc, il y a une sorte de cohérence entre l'altruisme à l'égard de ses collaborateurs et la rationalité qui consiste à essayer de garder les meilleurs. Donc je pense que l'entreprise a intérêt à cet altruisme. C'est la condition même de sa survie en tant qu'organisation. Pour qu'elle ait ça, il faut que toute sa structure de pensée, tout son mode de raisonnement soit altruiste à l'égard des clients, à l'égard des collaborateurs, à l'égard des fournisseurs, et qu'elle soit habitée par cette idée de façon à créer les conditions d'une cohérence. Sinon, s'il n'y a pas de cohérence, ce n'est que de l'hypocrisie. Et c'est vite transparent. Mais il faut d'abord mettre au cœur du fait que chacun de ceux qui est un collaborateur est d'avant tout une personne humaine qui a son propre projet de vie et qu'il faut servir le projet de vie de chacun des hommes qui sont là. Et si on a ça en tête, bien, les conditions de travail sont vite bouleversées. Oui, ça change. Je vais faire ce que je dois faire parce qu'en même temps, je vais en parler de votre livre. Devenir soi, chez Fayard, Jacques Attali. C'est un ensemble, je dirais, vous brossez un panel d'exemples. Il n'était pas prévu que vous en parliez. Je peux faire j'en parle pas un peu parce que c'est pas. D'accord. Mais pour moi, ça fait le lien directement, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'entrepreneurs, voilà, qui se sont pris en main et qui participent, voilà, à la construction de leur vie, tout en construisant l'économie d'aujourd'hui. Non, ça me paraît pas. Ça n'a pas été demandé. Hein, c'est moi qui le fais parce que c'est intéressant. Et ceci dit, vous voulez réagir peut-être? Non Oui, je suis toujours ravi de réagir. Non, je ne veux pas prendre le micro. Non, parce que... Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Donc, je l'ai lu et bien évidemment, j'avais envoyé un message à Jacques parce que la partie qui m'a la plus... elles sont toutes intéressantes, c'est bien sûr les entrepreneurs. Puisqu'il y a un hymne à l'entrepreneur privé qui m'a tiré des larmes de joie en le lisant et... J'avais envoyé un mail à Jacques en disant « Ah, voilà un livre libéral ». Je t'avais répondu au sens anglais du terme. Et tu m'avais répondu au sens anglais du terme, absolument. Alors... Donc, bon, je suis bien sûr libéral au sens de la liberté et de la liberté individuelle. Et je suis ravi que tu aies mentionné Adam Smith dans cette maison, donc je recommanderais la lecture à Bernard Lemasson. Du deuxième livre ou du premier livre parce on apprend qu'il ne dit pas la même chose. Hein, oui, mais les deux, surtout le numéro 2 d'ailleurs, dont Bernard tirait un grand profit dans sa vie professionnelle et certainement personnelle. Bernard qui est en charge de la Fondation Accenture, je précise. Voilà. Avant de... Très bien, on va refermer juste cette parenthèse qui nous a emmenés très loin. Vous allez continuer à nous emmener aussi assez loin parce qu'il y a un autre pendant finalement à l'altruisme intéressé, c'est-à-dire à la dynamique humaine fondamentale. Il y a celui beaucoup plus concret des nouvelles technologies qui est un levier important de progrès, pas que, mais aussi de progrès. Et alors vous avez fait, donc Accenture, vous avez étudier le potentiel d'emploi qui vont pouvoir être créés par les jeunes digital entrepreneurs au cours des 10 ans à venir dans le cadre, ceci dit, d'une mise en place, d'une structure, d'une gouvernance, etc., bien particulière. Alors, quel est le résultat de l'étude que vous avez menée et que vous avez présentée au G20 ? Alors, je vais dire un mot là-dessus et finir avec ce que l'on disait sur l'entreprise et ses individus. Et on parle d'autant plus... Comme vous le mentionnez, on a 325 000 personnes, on a une moyenne d'âge qui est extrêmement basse et on a énormément de nos collaborateurs qui appartiennent à cette génération dite du millénium et qui est une génération extrêmement particulière
est extrêmement intéressante. Alors, extrêmement intéressante par extrêmement particulière. C'est-à-dire que c'est une génération qui veut tout ce qu'avaient les autres générations avant. Ils ont soif de réussir, ils ont soif de s'engager, ils ont soif de contribuer, ils ont envie de collectif, ils ont envie en même temps de réalisation individuelle, ils ont envie d'autonomie quand ils le souhaitent, et ils ont en même temps envie de partage et d'une aventure collective. Et c'est intéressant parce qu'ils couvrent assez bien ces besoins de ce nouveau monde dans lequel ils vivent, où il y a des aspirations finalement qui peuvent apparaître contradictoires, mais dont le rôle de l'entreprise est de leur redonner des opportunités et de la cohérence. Et quand on fait des enquêtes chez nous, en effet, le premier élément qui ressort, c'est le sens, purpose. Et donc, nous, on a la chance de travailler dans ce domaine des technologies, notamment en pointe, et des technologies qui peuvent de plus en plus impacter la vie des gens, mais leur vie au sens le plus direct du terme. Donc, le deuxième point, c'est d'avoir un travail intéressant, mais pas seulement en termes de job, interesting work. C'est un travail dans lequel on s'épanouit, on se développe. Le troisième, c'est le développement personnel. Faites-moi grandir, faites-moi progresser. Donnez-moi de la formation, mais aussi des opportunités de développement. Le quatrième point, vous dites, mais il n'y a toujours pas d'argent là-dessus. Non, le quatrième, c'est work-life balance. Je veux avoir une vie privée, professionnelle, associative, balancée. Et en effet, le numéro 5, c'est reward. Bon, je dis ça à tout le monde pour être sûr qu'ils savent bien dans quel ordre c'est. Quand ça arrive en 5e, en général, c'est qu'on est déjà bien payé souvent. Oui. Et puis souvent, on retient les 3 premiers parce que c'est plus simple à retenir. Mais c'est intéressant, c'est comme ça aujourd'hui que les collaborateurs réfléchissent et souhaitent que l'entreprise crée le cadre pour que ça se passe. Alors, on parle de technologie. Parce qu'il y a un potentiel que vous avez analysé, comme vous l'avez dit, ça va toucher nos vies, à nous tous. En fait, il est en train de se passer quelque chose on pense qu'il y a une vague absolument gigantesque dont on a du mal à voir même l'aboutissement, avec ces vagues technologiques autour de la technologie connectée et embarquée, la technologie mobile, la force des outils analytics et d'algorithmes de connaissances, d'intelligence artificielle, de cognitive computing, qui créent des possibilités technologiques telles qu'on ne les a jamais connues, ou que certains d'ailleurs approchent à l'électricité. Il y a beaucoup d'analyses qui montrent que le développement du digital a une force d'innovation et de rupture telle que l'électricité. Et nous, on est au milieu de tout ça, et en effet, ça permet de créer des opportunités, on les voyait, de job et de développement. Donc on a fait une enquête pour le G20 autour du digital et de l'entrepreneuriat, et on mettait en avant que ces nouveaux métiers liés à la technologie, ou l'entrepreneuriat lié à la technologie, pouvaient créer 10 millions de jobs. 10 millions de jobs, sachant qu'au niveau du G20, vous avez 40 millions de jeunes sans emploi. Donc c'est une réponse, on voit, à un quart, si évidemment les entreprises, les gouvernements et l'ensemble des partenaires créent le cadre et l'environnement favorable. Et d'ailleurs, on a fait une autre étude sur le niveau de digitalisation des pays qui montre dans cette aventure-là digitale où se situent les pays. La France a des progrès là aussi à faire, parce que c'est pas seulement... Souvent, on a l'impression de dire, si on met des infrastructures digitales, on a fait le job. Non, en fait, c'est comme si on a créé des routes. On a créé le moyen de se développer. Et on a beaucoup travaillé sur les conditions de développement du digital qui permet aujourd'hui, on l'a vu avec Uber, on le voit avec Airbnb, sur d'autres modèles, qui permet surtout, et dans l'Internet des objets, d'avoir pratiquement aucune limite dans la capacité de connecter le monde et les acteurs de ce monde et les objets de ce monde. Ce qui est intéressant des deux côtés, c'est qu'il n'y a aucune limite finalement, que ça nous appartient de nous mettre en marche pour
pour une planète positive, En Marche pour une planète connectée. Et ça tombe bien parce qu'il est 20h16 et que Jacques Attali doit partir dans 10 minutes et que je voulais absolument, on aimerait que des questions puissent être posées par le public. Il y a 10 minutes pile de questions-réponses. Sinon, nous avons posé des questions aux internautes, donc j'en ai plein. Mais moi, je vais vous poser la question à tous les deux pour que vous allez tous les deux faire une annonce. Vous n'êtes pas informés, mais vous n'êtes pas informés, lui, si. Et je poserai ma question à la fin. On va se monitorer. Mais vous partez pas avant, 25, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour, je m'appelle Sylvain Fagine. Je suis actuellement... j'ai créé mon entreprise. Je suis accessoirement vendeur ambulant de café. Et je voulais remercier d'une part M. Attali pour la création de Planète Adam, des structures Planète Adam, notamment dans le 93 pour ce qui nous concerne. Et je voulais savoir, en ce qui concerne Accenture, comment on peut ouvrir des sociétés telles que Accenture à des quartiers tels que les nôtres, notamment à La Courneuve, Aubervilliers, etc. Et puis, comment ringardiser un peu ce qu'on appelle the greed, là, l'avarice des entreprises, parce qu'il y a beaucoup de discours. C'est un peu comme l'émission là où on gagne le food truck, mais à qui on n'a pas dit qu'ils auraient beaucoup de mal à avoir les autorisations. Donc, je voulais savoir dans quelle optique vous étiez pour banaliser l'attitude actuelle des dirigeants des gros groupes. Merci pour votre question. Oui, et merci d'être aussi direct et clair. C'est mon plaisir. Là, je ne sais pas ce qu'ils applaudissent exactement. Je leur demanderai. Après, j'ai besoin de décoder. Là, j'ai repéré un groupe d'activistes sur ma droite. Activistes de l'économie positive. Activistes de l'économie positive. Bon, d'abord, est-ce qu'on est actif dans les quartiers ? Et on a peut-être, Bernard, tu veux en dire un mot de ce que l'on fait ? Ah, vous avez un micro ? Un mot, donc ça tombe bien, la Fondation Accenture, on lance un programme notamment en Seine-Saint-Denis avec une conviction, c'est qu'une action collective des entreprises, des associations permet de transformer la manière de fonctionner. Donc on peut en parler très en direct si vous voulez après, mais ça s'inscrit exactement dans la lignée de ce que vous venez de dire. Il y a eu d'autres programmes, je me rappelle de Nos quartiers ont des talents, sur lequel également on intervient. Une prépa, pourquoi pas moi, qui était également allé chercher, et c'est certainement une des soirées les plus émouvantes que j'ai passées, c'est quand dans une prépa, pourquoi pas moi, on a eu la première prépa, et ceux qui avaient accès, et ils étaient ici, on en avait une dizaine à ce moment-là, et je passais en revue. Et quand ils ont commencé à me dire quelle était leur vie et comment, en effet, ils avaient réussi à changer cette trajectoire, honnêtement, vous en avez les larmes aux yeux, honnêtement. Après, le grid, bien sûr, je dirais pas grid is good parce que c'est pas. Non, pas ce soir, en tout cas. Ça ferait désordre ici. Faites ce que vous voulez. Non, mais. Résister dans un monde qui est... Quand vous êtes une société cotée, en effet, résister tous les trimestres, tous les jours, à la pression d'actionnaires court-termistes est quelque chose d'important. Donc j'en reviens. Quelle est la meilleure manière de résister ? C'est un peu ce qu'on disait avant. C'est d'avoir des bons actionnaires, c'est d'avoir un board qui, en effet, qui vous soutient et qui ait cette philosophie. Et ça se construit. Je pense que les sociétés qui sont tombés du mauvais côté de la force, d'une certaine manière, n'ont pas construit ces barrières capitalistiques qui existent, où on construit les mauvaises. Quand on construit un bon board, une bonne vision, qu'on travaille avec des actionnaires et qu'on a ses employés derrière soi, on peut construire quelque chose où en effet la voracité est pas la règle numéro 1, mais la contribution est la règle numéro 1, contribution au client, contribution à ses employés et contribution à sa société. On a le temps pour une dernière question, éventuellement. Est-ce que quelqu'un a une question ? Sinon, moi, je voulais vous interroger, Jacques Attali, sur la formation, les formations ou l'éducation à aujourd'hui.
qui serait approprié pour, puisqu'on parle de la jeunesse, les jeunes du futur, pour mettre déjà les générations à venir dans un esprit de planète positive? Oui, c'est absolument central, parce que nous sommes en train de parler de technologies qui sont très importantes, mais qui d'abord vont être très vite dépassées, parce que les technologies vont extrêmement vite. Les technologies numériques ne sont qu'une étape vers d'autres technologies qui vont être plus importantes que le numérique, qui sont les biotechnologies, les nanotechnologies, les neurosciences, etc. Et l'éducation doit être d'abord une éducation au changement. On doit apprendre à apprendre. Ceux qui sont aujourd'hui au lycée, aucun d'entre eux ne fera un métier qui existe aujourd'hui. Donc, c'est même pas que. Donc, il faut apprendre à apprendre d'abord. C'est donc la première chose qui doit être développée. L'agilité, en fait. La curiosité. La curiosité, c'est fondamental. La première chose. La deuxième chose, et c'est ce qui n'est pas fait en particulier dans l'éducation française, c'est de se rendre compte qu'on apprend mieux à plusieurs que tout seul. C'est-à-dire l'importance là aussi de l'altruisme intéressé. Se rendre compte que quand on dialogue avec un camarade ou avec des camarades, même moins bons que vous dans certains domaines, on apprend énormément des autres, et réciproquement. Et donc, l'altruisme dans l'apprentissage, le fait d'apprendre à plusieurs, et non pas simplement dans le classement, dans les notes, etc., qui sont une façon de vivre la société du XIXe siècle, me paraît fondamental. Prendre conscience, au moment de l'éducation, qu'on apprend mieux en aidant les autres à apprendre, qu'en étant simplement enfermé dans son univers de façon compétitive. Et de ce point de vue, les technologies éducatives sont totalement à refaire, parce qu'elles sont toutes faites sur le classement, la hiérarchie, le chacun pour soi, etc., en particulier en France. Ça, c'est à mon avis les grands changements qui doivent être faits en matière éducative. Apprendre l'altruisme et découvrir l'importance de l'altruisme en apprenant. On arrive à la fin pour que vous puissiez être à l'heure. Et j'avais quand même une dernière question, parce que je voulais pas terminer notre débat juste sur... qui était déjà, on aurait pu terminer ainsi, mais j'ai vu une question. Voilà. C'était de savoir, admettons qu'on se retrouve chacun ici dans un an. Et ce que je voudrais savoir par rapport à ce qui vient de se dire, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé chez vous, Jacques Attali d'abord, ou dans Positive Planète? Et puis je vous poserai la même question. D'abord, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite. C'est vrai que l'énergie n'est pas rare, contrairement au mythe qu'on a développé pendant très longtemps. On se rend compte qu'il y a toujours autant d'énergie qu'on veut. L'information n'est pas rare non plus, parce que par définition, si j'ai une idée et que je vous la donne, je l'ai encore. Donc par nature, l'économie de l'information est l'économie de l'abondance absolue. Mais comme vous avez rappelé que je dois partir dans 23 secondes, mais en fait un peu plus, que je vais rester une ou deux minutes de plus, en fait la seule chose rare, c'est le temps. Le temps de notre vie, le temps qu'on passe avec les autres, et la seule chose qui a de la valeur, c'est le temps qu'on passe ensemble. C'est le temps vécu, le temps réel. Et c'est ça qui est, et on pourrait expliquer pourquoi l'économie collaborative, c'est une façon de rendre de la valeur au temps en faisant disparaître une très grande partie du temps qui est gaspillé dans les transports, dans des mauvais usages du temps. Et donc toutes nos sociétés vont créer les conditions du bon temps. Alors si vous me demandez ce que sera Planète Finance dans un an, d'abord je souhaite à chacun d'entre nous d'être là, vivant dans un an, ce qui est la première caractéristique. Je souhaite qu'on soit tous plus heureux encore, parce qu'on aura trouvé encore mieux, soit qu'on s'épanouira et réalisera, qu'on aura aidé d'autres à le faire. Et la mission de Planète étant justement d'aider beaucoup de gens au maximum à devenir eux-mêmes, eh bien, on va simplement essayer de continuer et de grandir. Et je souhaite qu'en particulier, nous puissions faire beaucoup plus avec Accenture. Voilà, quand même. Et alors du coup, nous on se revoit dans un an. Qu'est-ce qui a changé chez Accenture après ce débat? Je vais faire plaisir à Jacques, puisque c'est donc deux annonces. La première, c'est qu'en effet, le site qu'on a mis en place en France en tant que prototype est à présent déployé et prêt à démarrer en Italie, en Espagne, en Belgique, en Hollande et en Colombie. Donc, on va passer de 5 000 à 30 000 collaborateurs qui vont pouvoir accéder. Et donc, c'est des milliers de projets qui sont potentiellement finançables par le microcrédit. Deuxième annonce qui est extrêmement important, vous connaissez tous notre projet Skills to Succeed et le programme Skills to Succeed qui a été lancé 2009-2014, objectif 250 000 personnes formées à un job
ou ayant créé leur entreprise et mesuré. Ce qui se suscite, c'est le projet interne de mobilisation des équipes. D'Accenture autour du développement des compétences ou développement de l'entrepreneuriat. On avait un objectif de 250 000 sur cette période 2009-2014. 250 000, c'est-à-dire toucher 250 000 personnes dans Accenture, en dehors d'Accenture. En dehors d'Accenture. 250 000 personnes en dehors d'Accenture. Les aider. À qui on aura donné une compétence mesurable ou aider à créer un job qui existe encore. Okay. Donc c'est extrêmement mesuré. On est arrivé à près de 800 000. Ah oui, donc vous avez explosé 750 000. Donc on a multiplié par 3. On vient de relancer maintenant une étape de 5 ans et on s'est fixé un objectif de 3 millions. De personnes. De 3 millions de personnes extérieures à Accenture sur lesquelles on s'engage avec nos partenaires. Positive Planet en fait partie. Il y en a déjà un dans la salle. YBI en fait partie. 3 millions de personnes en plus des 800 000. C'est-à-dire que cette entreprise essaie d'avoir un impact. Donc vous restez sur les mêmes rails, vous ne changez pas de stratégie, vous restez. J'espère bien évidemment que tous se seront développés personnellement, auront grandi, auront contribué, auront rendu la planète plus positive. Et personnellement, j'espère que Jacques et moi, on continuera avec une amitié sincère. Donc rendez-vous dans un an, mon cher Jacques. Super. Merci messieurs, merci à tous. Vous voulez faire Oui, alors là, je crois que c'est le moment où chacun peut se lever et aller faire connaissance les uns les autres aussi autour d'un verre. Merci beaucoup. Un animateur qui prépare autant. Je trouve que ça fait peur. Bravo. Vous l'avez très bien fait. C'était pas pertinent. Non, mais c'est